Non, alors je vais faire d'une rencontre place de la Victoire en allant à pied, en me rendant à pied au stade Lescure depuis chez moi. Et j'étais affublé d'un maillot, je sais, c'est pas bien pour un supporter du Virage Sud, mais j'avais mis un maillot du Spartak de Moscou pour aller voir le match. Bon voilà, pardonnez-moi. Oui. Mais bon, en fait, c'était les mêmes couleurs que le Standard de Liège, ce que j'ignorais parce que j'étais pas très renseigné. Et donc, en fait, j'aurais eu quelques problèmes, mais heureusement, dans le bus entre la Victoire et donc le parc Lescure, eh bien, j'ai discuté avec des supporters de Liège très sympathiques et il y en a un qui m'a prêté une veste. Comme ça, j'ai pu aller au virage sud avec lui tranquillement parce que lui, il était supporter non du Standard de Liège, mais du FC Liège et des Girondins de Bordeaux. Je suis en compagnie de Pierre, mon acolyte. Comment vas-tu, Pierre? Ça va très bien, Guillaume, merci. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Oui, oui. On est, on se remémore les bons moments de notre club, donc on est toujours content. C'est sûr, ça change un peu. Oui, oui. Et Alors là, aujourd'hui, quel est oui. le programme aujourd'hui? C'est la question. Alors aujourd'hui, voilà, Pierre, j'aimerais te demander quelle saison tu as voulu nous décortiquer. Eh bien, ce sera la saison 2001-2002. Ah, voilà, je m'en doutais. Parfait. Alors, on va faire un Eh petit peu bien, de... je t'écoute. on va commencer par un petit peu de contexte. Bordeaux a terminé la saison 2000-2001 à la quatrième place avec 57 points aux portes de la Ligue des Champions, enfin aux portes du tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais en raison de deux mauvais résultats, un nul face à Sedan à domicile de partout et une défaite 2-0 à Metz, les Girondins doivent laisser la troisième place aux Lillois, fraîchement promus en Ligue 1 et qui, pour leur retour dans l'élite, vont disputer le tour préliminaire de la compétition reine en Europe. C'est rageant, mais les Girondins vont tenter de faire mieux lors de cette saison 2001-2002. Alors, au moment où les Girondins entament cette saison, il faut savoir plusieurs choses. Il faut savoir que la France a gagné la Coupe des Confédérations qui avait lieu en Asie, donc en Corée du Sud et au Japon, grâce à une victoire 1-0 sur un but de Franck Leboeuf en finale contre le Japon. Il faut également savoir que la bulle des transferts va exploser avec le transfert de Zinedine Zidane au Real Madrid pour 75 millions d'euros, soit 500 millions de francs à l'époque. Il y a aussi le transfert de Mendieta de Valence à la Lazio qui sera très très onéreux. Et là, les montants de transfert lors de cette saison vont atteindre des montants records, notamment chez les Girondins. On va en parler dans pas très longtemps. En Coupe d'Europe, c'est le Bayern qui s'est imposé en C1 contre Valence. Mhm. Et en C3, c'est Liverpool qui s'est imposé contre Alaves à l'issue d'une finale extraordinaire, très spectaculaire, remportée 5-4 par les Reds. Du côté des transferts, chez les Girondins, on va assister à un peu une lessive qu'on n'avait pas connue forcément les saisons précédentes, qui nous rappelle un peu les saisons 96-97 et 97-98, Mhm. puisqu'on va connaître plusieurs départs, à commencer par celui de Lilian Lasland, qui quitte les Girondins pour l'Angleterre et qui rejoint Sunderland pour 6 millions d'euros. Stéphane Ziani, lui, le meneur de jeu, est prêté à Nantes. Enfin, il n'est pas prêté à Nantes, il est transféré définitivement à Nantes pour 5,20 millions d'euros. Marc Wilmots fera une petite saison et s'en ira, puisqu'il retourne à Schalke 04. Lassina Diabaté, lui, rejoint Auxerre libre de tout contrat. Nissas Belgique, champion de France en 99, tout comme Lassina Diabaté d'ailleurs, lui part à Sochaux, qui est promu en Ligue 1. On aura d'autres départs durant la saison, comme François Grenet qui partira fin septembre, début octobre à Derby County en Angleterre. On aura Mhm. Sylvain Legvinski, milieu de terrain défensif très solide, qui forme une belle petite paire avec Alexei Smertin. Lui va rejoindre Fulham à la fin du mois d'août. Ensuite, du côté des prêtés, Tony Vérel, qui est prêté au club lors de la deuxième partie de saison en 2000-2001, rejoint Bastia. Pascal Feydouno, attaquant très prometteur, mais qui, en manque de temps de jeu, rejoint Lorient en prêt. Donc ça, c'est pour le côté des départs principaux. Du côté des arrivées,
pour le début de saison, on va en citer trois. Paolo Miranda, milieu de terrain défensif. Tu Euh, commences fort. ça commence fort là. Je commence par du mythique. Qui nous vient de Vasco de Gama, âgé de 27 ans, un milieu de terrain qui va occuper le poste de milieu offensif droit. On en reparlera par la suite, mais c'est un petit peu compliqué C'était un petit peu compliqué à l'époque d'avoir des informations sur lui parce que Internet n'était pas aussi développé et permettait pas de tout savoir sur tout le monde comme aujourd'hui. Donc quand il débarque, quand j'apprends son arrivée dans Sud-Ouest, je me souviens, c'était le matin du jour où je passais le bac de français, Ouais. donc quand j'étais en première. Je vois Paolo Miranda, proche des Girondins, une photo de lui, on s'imagine plein de choses, on s'imagine un milieu de terrain au dribble chaloupé, très bon sur coup de pied arrêté, dribbleur, provocateur, et très bon dans la passe. Est-ce que ce sera le cas? Nous le verrons. Et tu On n'as a, pas une citation concernant Paulo Miranda? euh, Non? c'est-à-dire, non, c'était Tu peut-être n'as pas une Jean-Philippe. citation je sais plus, d'un Ah président ou oui, oui, d'un. absolument. Mais ça, je le citerai après parce que Ah, ok, ah, ok, c'est assez pardon. cocasse, oui. Euh, on a aussi Eduardo Costa, jeune milieu défensif prometteur, qui lui, pour le coup, jouit d'une excellente réputation, qui joue à Grêmio, dans le club de Ronaldinho, et qui rejoint le club, mais qui va rejoindre le club à la fin du mois d'août parce qu'il va disputer plusieurs matchs de qualification avec le Brésil. Il a 18 ans et il est déjà international brésilien, donc c'est pas rien, c'est peut-être une bonne pioche que vont faire les Girondins. Et la troisième arrivée, c'est Christian, attaquant brésilien également, donc un trio 100% brésilien du Paris Saint-Germain, qui rejoint le club pour 12 millions d'euros, soit à l'époque le record de transfert des Girondins, et c'est le deuxième transfert le plus onéreux de l'histoire des Girondins. Donc quand il débarque, Christian dit que Bordeaux est le club idéal pour lui. Est-ce que ça se confirmera sur le terrain? Nous le verrons. Oui. Donc Bordeaux, pour préparer cette saison, va partir du côté du Pays Basque avant de disputer le tournoi Club Europe. Alors le tournoi Club Europe, c'était un tournoi qui a eu lieu en 2000 et en 2001, notamment. Je crois qu'il a également existé dans les années 80. Mais il était revenu en 2000 et en 2001. Et en 2001, il y a plusieurs clubs français qui y participent. C'est l'AS Monaco, Montpellier, Lyon, les Girondins, donc Lens et l'Olympique de Marseille. Les Girondins vont jouer deux matchs. Ils vont jouer contre Montpellier le 13 juillet 2000 au stade de la Mosson et ils vont s'incliner 2-0 sur des buts de Zozic et Paulo Sergio. Paulo Sergio, c'est pas l'attaquant brésilien qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern juste avant, c'était un attaquant portugais. Donc Bordeaux fait 0-0, c'est deux périodes de 30 minutes et s'incline 5-4 au pénalty contre Lyon. C'est une petite progression par rapport à la saison passée parce que la saison passée, Bordeaux s'était incliné 4-0 en deux périodes de 30 minutes. Voilà, et le tournoi sera remporté par Monaco qui mettra une fessée 4-0 à Marseille grâce à des buts de Gachardo, Farnerud, Monda et Radu Choyou, l'attaquant roumain. À Ah, la fin, Florine. ouais, Floride. À la fin du mois de juillet, les Girondins fêtent leurs 120 ans. Pour cela, ils organisent un match de gala à l'Escure, ou au Chabandelmas, comme on l'appelait déjà à l'époque. Et ils reçoivent le Ouais. Benfica Lisbonne, mais en levée de rideau, il y a un match entre les légendes girondines des années 90 et celles des années 80. Voilà, l'occasion de voir que Giresse est toujours aussi affûté, tout comme Bernard Lacombe et Marius Trésor. Et le match contre le Benfica s'achèvera sur un score de 2 partout grâce à des buts du mythique Alexis Esmertin et du non Ah moins oui. mythique Paolo Miranda, ce qui vaudra une réflexion d'un de tes amis, Guillaume, qui dira mais Miranda, il est super bon. Ah, voilà. Je crois Vous que tu as savez qu'il y oublié. avait une Je crois que citation. tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié ça. Donc, les Girondins, pour la première journée, reçoivent le champion nantais sur leur pelouse de Chabandelmas et ils s'imposent 2-0 grâce à des buts de Pedro Miguel Paoletta. Suite à une ouverture de Legwinski, il la rentre dans la surface, il ouvre son pied et trouve la lucarne de Landreau. Ça fait un 0 à la 26e. Et juste avant la mi-temps, Paolo Miranda, encore lui, va berner tout son monde et inscrire le deuxième but pour les Girondins. Paoletta est sur le côté de la surface. Il fait mine de centrer et fait un crochet qui laisse Nicolas Laspal sur les fesses. Il centre du pied gauche pour la tête de Paolo Miranda au deuxième poteau. Et ça fait
2-0 pour les Girondins. Ah, c'est une bonne pioche, ce Miranda. Ouais. Je savais que. Tu savais, toi, Il hein, y à a l'époque. Tu bon. savais, toi. Deuxième journée, déplacement à Marseille. Une équipe de Marseille en pleine lessive de transfert avec le retour de Bernard Tapie. Ce qui fait que l'équipe qui joue contre Bordeaux lors de cette deuxième journée ne sera pas du tout la même que celle qui jouera contre Bordeaux fin décembre. Bref, 0-0. Pas un super match des Girondins. C'est pas la grande entente entre Christian et Paoletta. Christian tarde et a des difficultés à s'intégrer dans l'équipe. Et peut-être que ça va s'arranger par la suite. En tout cas, ce ne sera pas le cas lors de la troisième journée, puisque les Girondins vont faire un match nul 0 partout contre Lille. Ni lors de la quatrième journée, puisque les Girondins vont s'incliner 1-0 à Rennes sur un but d'Olivier Monterrubio, qui a rejoint le club breton de Nantes, et le club breton qui est entraîné par Christian Gourcuff, qui va tenter d'imprimer sa patte et son jeu offensif est plaisant à l'équipe rouge et noire. Cinquième journée, les supporters commencent un peu à grincer des dents. Je me souviens dans la queue pour aller voir le match Bordeaux-Auxerre, que quelqu'un m'a dit, si on ne gagne pas ce soir, ça va barder. On est très mécontent de la prestation des Girondins à Rennes, donc réaction obligatoire pour les Girondins. Ça va bien commencer puisque Paoletta va mettre un coup franc à la 26e minute. Mais Yann Lachuer va égaliser pour les Auxerrois. Les Auxerrois qui comptent sur une équipe très jeune où figurent Jean Laboumsong, Philippe Mexès, Kalilou Fadiga, Timou Teigno, Olivier Capot et Djibril Cissé. Djibril Cissé qui est la révélation de ce début de saison puisqu'il a marqué un quadruplé lors de la première journée contre Rennes. Et je crois qu'Auxerre s'était imposé 5-1 ou 5-0, je ne sais plus exactement. Et il avait récidivé d'un magnifique but en ciseaux contre le PSG lors de la deuxième journée. Donc, à l'issue de la cinquième journée, les Girondins, en raison de ces résultats pas très, très positifs, hein, des résultats poussifs, puisqu'il y a 3 nuls, une victoire et une défaite, sont 12e du classement. Mm. Donc la fin du mercato sera un peu agitée, puisque Legwinski, comme je l'ai dit, va rejoindre Fulham. Et devant les prestations médiocres de Paolo Miranda, les Girondins vont recruter Vicage de Rasso. Vicage de Rasso, meneur de jeu, comme tu l'as dit dans un épisode précédent, étoile d'or France Football en 98, pardon, 18. et qui va apporter sa vivacité, sa qualité de passe sur le côté droit des Girondins. Et il y a également un petit souci avec Christophe Dugarry, dont on va parler lors du match suivant. Le match suivant, c'est à Sochaux. Christian est sur le banc, puisque c'est Christophe Dugarry qui est titularisé aux avant-postes. Et Christophe Dugarry, à l'issue de ce match, fera l'objet d'un article dans France Football qui sera intitulé Le blues du mal-aimé. Et donc, à l'issue de ce match, perdu 2-0 contre Sochaux, promu dans l'élite sur des buts de Fro et de Pagis, Dugarry va faire un match pas terrible et va beaucoup s'énerver contre ses coéquipiers. Et il semble très las du niveau de ses coéquipiers et de son équipe et peut-être des ambitions girondines. D'autant qu'il est souvent sifflé sur tous les terrains de France, enfin à l'extérieur, et qu'il en a un peu ras la casquette, le père du gars. Donc voilà, donc défaite 2-0, la machine n'est toujours pas relancée, et lors de la septième journée, Bordeaux reçoit Monaco. 0-0 également, lors de cette rencontre, contre une équipe de Monaco entraînée par Didier Deschamps. Paolo Miranda va rater la balle de match à la dernière minute, mais sa tentative va buter sur Flavio Roma, le nouveau gardien de Monaco. Puis, lors de la À 8e... signaler Oui. que, oui, que à la 86e minute, Cyril Domoro, le défenseur de Monaco, est remplacé par Bruno Irles. Ah oui, un ancien Girondin et un futur Girondin du côté des entraîneurs. Voilà. Lors de la 8e journée, les Girondins vont enfin remporter cette deuxième victoire qu'ils cherchent tant, puisqu'ils vont s'imposer 2-0 à Lorient le 23 septembre 2001 sur des buts de Christophe Dugarry et Pedro Paoletta. Ils vont poursuivre cette bonne série, enfin ce résultat positif contre le Paris Saint-Germain à domicile sur un but de Pedro Miguel Paoletta qui marque à nouveau à la 26e minute. C'est quand même marrant quand tu regardes ça parce que c'était la minute à laquelle il avait marqué contre Nantes et contre Auxerre.
Du côté du Paris Saint-Germain, une grosse équipe hein, avec Arteta, Okocha, Hugo Leal, souviens-tu de ce joueur portugais, Mauricio Pochettino, Frédéric Dehu et Gabriel Ouais, Heinze. mais Arteta, c'était pas non plus. C'était bof, hein, à C'était, l'époque. c'était un petit Guardiola, ça jouait à la Luxin, ça jouait latéralement. Voilà. Ouais, 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 franchement, Arteta, c'est après qu'il est devenu connu, mais je crois à Paris, c'était. Non, il était pas mal, il était pas mal. Faut pas être médisant, il était pas mal. Et on aura longtemps espéré l'entrée sur le terrain. On aura longtemps C'est pas espéré mal. l'entrée sur le terrain de Ronaldinho. Malheureusement, Luis Hernandez le laissera sur le banc. 10e journée, déplacement à Montpellier et encore un 0-0. Ce qui fait que les Girondins, grâce à leurs 2 victoires, occupent la 6e place du classement. On va poursuivre par une victoire arrachée en bout de match sur une glissade de Jacques Songo contre Metz sur un but de Pedro Miguel Paoletta. J'américanise son deuxième prénom. Miguel devient Michael Michael. Paul. Peter Michael Paulette. Et on va faire la passe de 2 à domicile, puisqu'on va recevoir 2 fois Metz et ensuite Sedan, grâce à une victoire 2-1. Et le premier but de Christian en championnat, à la Ah bah 69e ça va, minute. Ouais, c'est pas mal. une bien Au bout de journée. 3 mois, c'est pas mal. Ouais, bon. Peut-être que c'est un diesel, peut-être qu'il va se mettre en route et éblouir les Oui. terrains de France et de Navarre de son talent. Nous le verrons par la suite. Et Christian marque, enfin égalise pour Bordeaux et Paoletta donne l'avantage aux Girondins. Et c'était Pius Ndiefi, le sympathique buteur camerounais soudanais, qui avait ouvert le score à la Non, 6e minute. euh, Camerounais, dis-tu, hein? Jeudi, ouais. D'accord. Ah oui, ils avaient une équipe, Sedan a été une équipe européenne à cette époque-là avec Ils étaient européens. une Hein. très Ouais. très bonne équipe. Il y avait des joueurs comme Henri Camara, sénégalais également, Cédric Mionnet, Modeste Mbami, Eddie Capron, Eddie ancien Capron, défenseur nantais. Ouais. absolument. Ludovic Azoer, milieu de terrain Ouais. offensif, et donc le bon Pius. Cédric Mionnet. Eh oui. Par la suite, nous allons nous déplacer lors de la 13e journée à Lens contre une équipe qui cartonne et qui occupe la tête du classement. Nous ferons un nouveau 0-0. Tu Je crois que cartonnes. tu cartonnes, bien sûr. Bravo. Je crois que c'est le. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. C'est le 5e 0-0 en 13 journées. Lors de la 14e journée, nous allons recevoir une équipe de 3 très joueuses et européenne également, puisqu'elle a remporté la Coupe Intertoto contre Newcastle. Et elle n'est pas passée loin d'éliminer Leeds. Hein, il s'en est fallu de peu, mais ils ont bien secoué cette équipe de Leeds, les Troyens. Et lors de ce match, Nicolas Gousset, qui est un peu Ouais. qui fait partie de ces joueurs maudits hein, contre les Girondins, un peu à l'instar comment s'appelait Lionel Rouxel, également faisait partie de ces joueurs où Sonny Anderson, il marquait systématiquement contre les Girondins. Et lors de ce match que nous avions vu côte à côte, Guillaume, tu m'avais dit, mais depuis quand Jérôme Roten, il est bon? Et c'est vrai qu'il avait fait un match, il avait fait 2 passes décisives, il avait été très, très, très influent et rayonnant au milieu de terrain. Et Bordeaux s'était incliné hein, sur un doublé de Nicolas Gousset et un but de Patrice Loco contre des buts de Paoletta et de Christian. Euh, On va quand même se ouais. relancer à Bastia. Et vous noterez que Christophe Dugarry ne fait pas partie de l'équipe. Et je crois que c'est d'ailleurs que c'était déjà le cas contre Troyes, puisque Christophe Dugarry a été blessé lors d'un match amical de la France en Australie sur un attentat inadmissible de Kevin Muscat, qui a taclé Dugarry à hauteur du genou, et Dugarry souffre d'une grosse entorse au genou. Donc il va être absent quelques semaines. Donc à Bastia, nous allons venger cette défaite 3-2 concédée contre Troyes, puisque malgré l'expulsion d'Alain Roche, Pedro Miguel Poletta va inscrire un doublé, et Roche va se faire expulser juste avant d'ailleurs le premier but des Girondins. Il y a une faute sur Paoletta, Demetrius Ferreira s'embrouille avec Paoletta, ça s'envenime. Alain Roche a des mots avec Demetrius Ferreira, puis il lui met un coup de tête et prend un carton rouge. Laurent Duhamel l'expulse. Voilà. Et il regrettera son geste sitôt le match terminé. Donc Bordeaux s'impose 2-1, donc doublé de Paoletta contre un but de Tony Vérel. Et à la 15e journée, Bordeaux est 5e. Petite progression. Ça va, ça Ça va. va, on est pas mal. Ouais.
Nous allons De Ligue 1. de Ligue 1, bien sûr, toujours, de Ligue 1. C'est bien Oui, de le pardon. préciser. Faut Nous préciser allons, pour nos amis, nos jeunes amis. nos jeunes amis. Contre Guingamp, nous allons obtenir une deuxième victoire d'affilée, puisque Pedro Paulita va marquer un doublé, dont un premier but inscrit à la 24e minute extraordinaire. Laurent Batles le lance, le ballon arrive dans le dos de l'attaquant portugais. Il regarde d'un coup d'œil furtif la position du gardien guingampais Gérard Nianouan et reprend le ballon de volée de l'intérieur du pied et lobe Nianouan, ce qui fait qu'il inscrit un des buts de l'année et permet à son équipe de mener 1-0. Et puis, il mettra un deuxième but à la 94e minute. À signaler que Guingamp avait recueilli Stéphane Guivarch, qui était retourné à ses jeunes amours après des escapades dans des clubs plus clinquants, C'est vrai. après D'ailleurs, son titre de champion du monde. Guivarch avait des soucis physiques au genou, je crois. Petit problème au genou, et je crois que ce sera son dernier club, si je ne m'abuse, en professionnel, il me semble. Donc, un gros choc attend les Bordelais lors de la 17e journée. C'est la fin des matchs allés, puisqu'ils se déplacent à Lyon. Lyon s'est renforcé de manière substantielle et plutôt importante Ah oui, au oui. mercato, puisqu'ils ont pris des joueurs comme Eric Carrière, Peggy Louindoula, Frédéric Ney, ou encore le sympathique Juninho Pernambucano, que nous ne connaissions pas et qui jouait dans le même club que Paulo Miranda et qui avait l'avantage d'être libre. Mais on a choisi Paulo Miranda, qui n'est toujours pas rentré dans l'équipe, je vous le dis. Hein. On se demande bien pourquoi. Bordeaux tient face à cette équipe de Lyon, mais concède un but à la 90e. C'est Jérôme Bonicel qui dévie un centre dans ses filets. Et malheureusement, Bordeaux doit repartir du stade Gerland, pardon, du stade de Gerland, comme dit Jean-Michel Larquet, avec une défaite dans sa besace, malheureusement. 18e journée, on a l'occasion de se relancer face à Marseille. Le 18 décembre 2001, une rencontre disputée sur un terrain gelé, dans une ambiance glaciale, puisqu'il fera moins 7 degrés. Et on devra se Pas que le contenter. terrain qui est gelé. Ah, il n'y a pas que le terrain qui est gelé, il y avait aussi les spectateurs. Et on devra se contenter d'un match 0-0 à nouveau, face à une équipe de Marseille, eh bien, qui est entraînée par Albert Raymond, qui n'est plus entraîné par José Anigo. Ouais. Donc, voilà. Et qui comprend notamment Abdoulaye Mété, qui Absolument. fera l'objet d'une très très belle chanson de Julien Cazard, qui, vraiment qui va marquer les annales. Une belle petite équipe de poètes, hein, puisqu'on compte Daniel Van Buyten, Franck Jurietti, Franck Leboeuf, Piotr Swirzewski, Jérôme Leroy, Abdoulaye Meïté et Ibrahima Bakayoko. Et Piotr Swiarzewski qui fera l'objet, qui avait fait l'objet quelques années avant, lorsqu'il jouait à Saint-Étienne, d'une action absolument exceptionnelle, euh, avec une agression de sa part sur Zidane au milieu du terrain à Geoffroy Guichard et comment on pourrait dire, une escarmouche Dugarry, Sénac et un autre joueur bordelais qui était allé le voir et qu'il avait tabassé. Alors, il faut savoir que le match de Lille, dit devant être disputé le 22 décembre 2001, a été reporté. D'ailleurs, Guillaume, tu devais y aller, souviens-toi. Oui, D'ailleurs, qui d'ailleurs, a j'ai fait le été. déplacement. Ouais, c'est ça. J'ai fait le premier déplacement à Lille. Et donc, on a fait Bordeaux-Lille en bus. Et on n'a pas vu le match. Voilà, c'est les joies du supporterisme. Voilà. Et c'était pas remboursé, évidemment. Non, ça, non, ah, ça, c'est honteux, quoi. Le billet est payé, quoi. Et j'ai pas pu retourner le voir après, hein. Remboursé. Ce qui fait que Bordeaux dispute le match suivant en 2002, le 5 janvier contre Rennes. Victoire 2-1 des Girondins grâce à un but de Christophe Sanchez qui a remplacé Christian à la pointe de l'attaque girondine, puisque Christian va être prêté au Brésil, à Palmeiras, si je ne m'abuse. Je vous dis ça tout de suite. Ce n'est pas marqué, évidemment. Si, il est prêté à Palmeiras, c'est exactement ça. Donc Sanchez ouvre le score. Paoletta donne l'avantage aux Girondins et c'était Olivier Sornin qui avait ouvert le score d'une magnifique frappe dans la lucarne. À noter que ce match sera le dernier de Laurent Batles sous les couleurs girondines puisqu'il rejoindra le club rennais quelques jours après. Et Bordeaux va se renforcer avec l'arrivée d'un premier joueur qui sera Kamel Meriem, qui vient, Pour remplacer Batles, un peu. jeune espoir de Sochaux, qui va venir apporter sa technique et
sa qualité de joueur ambidextre au Girondins. Alors, il Le faut savoir. nouveau Zidane C'est après, ça. Mourad Megni. C'est ça. Il faut savoir que le match à Auxerre sera lui aussi reporté et que Bordeaux va jouer le match suivant contre Sochaux. Donc, il me semble que Meriem joue 2 ou 3 matchs, un match de championnat et 2 de Coupe de la Ligue avec les Girondins avant de retrouver son ancien club. Ouais. Malheureusement, il fera une Sochaux partie. qui marche sur l'eau, hein. Très bon Oui, club à l'époque. absolument. Entraîné par Jean Fernandez, le sympathique Jean Fernandez que nous saluons. Homme très Qui a sympathique et joué au très. Girondins au Absolument. début des années 80, enfin fin 79. Homme très Ouais. sympathique et très compétent. Les Girondins vont faire une partie assez dégueulasse. Meriem sera transparent. Ils vont concéder l'ouverture du score à la 10e par Pierre-Alain Fro. Et malgré un coup franc de Paoletta sur la barre, ils ne pourront pas revenir au score. Donc là, ils vont rentrer dans une période un peu délicate puisqu'ils vont se déplacer la journée d'après à Monaco avec une équipe décimée. Hein. Miranda était blessé au genou. Bon, déjà, quand il joue valide, c'est compliqué. Mais alors, en plus, s'il est blessé, ça va être encore plus compliqué. Les Girondins prennent 3 buts en 34 minutes et doivent s'incliner 3-1 contre cette équipe de Monaco. Une armada, ouais. Où figurent des joueurs comme Raphaël Marquez, hein, Vladimir Jugovic, Jérôme Roten qui a rejoint le club de Troyes, Cyril Roll, Vagno Eloi et Dado Perso. Et Pontus Farmerud aussi, un sympathique joueur norvégien. Suédois, je crois. Ah, pardon. Autant pour moi, Pierre. C'est pas grave, Guillaume, ça peut arriver. Lors de la 24e journée, Bordeaux a l'occasion de se relancer face à Lorient. Et là, je vous le dis tout de suite, je suis en général pas trop critique des arbitres. Mais alors là, Monsieur Glochon, il nous a fait un festival. Donc Bordeaux retrouve Lorient, l'équipe de Lorient où évolue Pascal Feydouno, prêté par le club, et Jean-Claude Darcheville, futur Girondin. OK. Jusqu'ici, tout va bien. Okay. Bordeaux titularise XL Omanowski, un attaquant suédois qui jouait au Torino et qui auparavant avait joué à Bari, et qui dispute son premier match avec les Girondins, puisqu'il est arrivé quelques jours avant au Mercato. Jusqu'ici, tout va bien. Bordeaux va ouvrir le score à la 15e minute sur penalty. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, Darcheville va égaliser sur penalty à la 45e, puis se faire expulser à la 63e alors qu'il n'a strictement rien dit à l'arbitre. Il va voir l'arbitre, il lui demande qu'est-ce qui se passe. L'arbitre lui répond je n'aime pas qu'on m'insulte et lui sort un carton rouge. Premier scandale. Deuxième scandale, Bordeaux pousse mais ne parvient pas à marquer et l'arbitre siffle un penalty totalement imaginaire à la 90e qui sera transformé par Paoletta. Il va y avoir une espèce d'ambiance assez délétère. Pascal Feydouno va s'énerver auprès de l'arbitre et faire un malaise tellement il était énervé. Et Bordeaux va remporter une victoire vraiment dégueulasse contre cette équipe de Lorient. Et je crois bien, si je ne m'abuse, que c'est l'un des derniers, si ce n'est le dernier match arbitré par Franck Glochon en Ligue 1. Tellement il avait été catastrophique sur ce match-là. Ouais, il aurait pu avoir une seconde chance. Ouais, mais là, disons il a vraiment accumulé les tares. L'erreur est humaine. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à la 25e journée, Bordeaux a fait 2-2 à Lille lors de ce match en retard. Et Bordeaux se déplace au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Ronaldinho est titulaire, il fait un festival pas possible. Fiorez, Aloisio, Jérôme Leroy inquiète Ramé qui est extraordinaire dans les buts et repousse l'échéance. Mais à la 78e minute, Frédéric Dehu échappe au marquage de Christophe Dugarry et donne l'avantage à son équipe qui va s'imposer 1-0. Et lors de ce match, Aloisio a posé bien des problèmes à Kodjo Afanou et David Sommeil en pesant avec son jeu en remise et dos au but. On notera J'avais également oublié que Aloisio donc, qui était déjà parti de Saint-Étienne alors. oui, il était venu à Paris avec Alex, Okay. le Brésilien. Ah oui, Alex et Aloisio, ouais, la C'est paire. ça, ouais. La paire, il n'y en a pas deux. Et à noter que Alain Avec Roche, des grands-parents grecs, je oui, crois, il me semble, oui, ou grec ukrainiens. ou ukrainien, oui. Grec, ouais. En tout cas, d'un pays de l'Union européenne, ça c'est obligatoire. Absolument. À noter qu'Alain Roche ne joue plus puisqu'il est blessé et qu'il va être out pour la fin de la saison. Donc Bordeaux s'incline contre le Paris Saint-Germain, puis s'impose 3-1 contre Montpellier. À la 25e journée après le match face à Paris, Bordeaux est 6e. D'accord. Donc il y a ce match face à Montpellier où Bordeaux gagne 3-1 grâce à un doublé de Paoletta et un but de Moulek contre son camp, contre un but de Rui-Georges Pataka.
sympathique attaquant Ah ouais. portugais. Puis Bordeaux va s'imposer 2-1 à Metz grâce à un but de Ah, Paoletta et de Vicage Dorasso qui marquera suite à un bon travail de Osmanowski et de Eduardo Costa. Et c'était Joseph Désiré Job qui avait ouvert le score pour les Messins. ouais. 28e journée, on ne pourra rien face à une reprise dantesque de Cédric Mionnet contre Sedan, à Sedan, au stade Louis Dugoguez. Et Dugarry fera un match abominable où il perdra tous ses ballons, s'énervera, voudra jouer trop technique par rapport à ce qu'il aurait dû faire, soit jouer simple. Et ça va être un match très compliqué pour les Girondins, même si Smertin et Costa au milieu de terrain font un match très solide. Bordeaux rattrape son match face à Auxerre juste après et s'impose 1-0 sur un but de la tête de Kodjo Afanou inscrit en fin de match. Puis ils reçoivent Lens, alors de la 29e journée. Lens, leader du classement. Et grâce à des buts de Paoletta sur penalty et de Paulo Miranda, une fois n'est pas coutume, deux fois n'est pas coutume, trois fois est coutume, mène 2-0 à la 84e avant que Stéphane Pedron ne fasse frémir l'Escure en réduisant le score à la 86e. À noter lors de ce match euh, la partie très délicate qu'a connue Bruno Basto face à Eladji Diouf qui lui mettra une misère pas possible. Et il sera tellement à la ramasse, le Et puis, pauvre Bruno Basto, qui va à un moment donné se servir d'une bouteille de Fanta jetée sur la pelouse. Il va la taper dans du pied et l'envoyer dans la jambe de Eladji Diouf. Et ça ne marchera absolument pas. Diouf le mettra dans le vent quand même. ah mince, Oui, dommage. dommage. Bien 30e senti. journée, 30e journée, nous nous déplaçons à Troyes. Troyes, une terre qui nous réussit pas souvent depuis leur remontée en Ligue 1. Et on s'incline sur un doublé de Nicolas Gousset inscrit aux 89e et 90e minutes. Ce qui fait qu'à l'issue de la 30e journée, nous sommes 6e. Puis, il reste 4 matchs. On va s'imposer face à Bastia 2-1 grâce à un but de Kamel Meriem, une belle frappe tendue du gauche et de Christophe Sanchez de la tête. Et Cyril Jeunechamp réduira l'écart en fin de match à la 87e. À noter lors de ce match qu'Alexei Smertin, après avoir consulté son entraîneur, récoltera un deuxième carton jaune, ce qui fait qu'il sera expulsé du match, suspendu contre Guingamp, et qui reviendra disputer la finale de la Coupe de la Ligue, qui aura lieu après le match face à Guingamp. Très malin comme idée, mais ça a été une action qui a été très mal vue par les médias. Ouais, Journée les d'après, médias. oui, on s'en fout. La journée d'après, on se déplace à Guingamp, juste avant la finale de, de Coupe de la Ligue. On s'incline Ah, 2-1. tu spoil. Oui, oui, mais on en a déjà parlé. On Ouais, oui. s'incline, on s'incline malheureusement 2-1 et on accueille Lyon lors de la 33e journée en ayant remporté la Coupe de la Ligue. Ce qui fait qu'on est peut-être un peu démobilisé face à Lyon qui joue le titre. Dugarry se fait expulser à la 34e après cette chamaillée avec Marc-Vivien Fourré. Et Bordeaux s'incline sur un but de l'abominable Sonny Anderson qui permet aux Rodaniens de rester au contact de Lens. Lens qu'ils affronteront lors de la dernière journée et qu'ils battront 3-1 et une victoire qui leur permettra de remporter le premier titre de leur histoire. Pendant ce temps-là, à Nantes, les Girondins abordent le match en roue libre, comme l'a déclaré David Sommeil à la fin du match contre Lyon. Nicolas Savino ouvre le score à la deuxième, Paoletta égalise à la 89e et à la 90e, Savino donne l'avantage à son équipe. À noter le beau centre d'Osmanowski pour l'égalisation de Paoletta à la 89e. Ce match, pour du beurre, sera l'occasion de voir les premiers pas en professionnel de Juan Pablo Francia, d'Abdoulaye Bari et de Benjamin Oliveras. Alors, cette saison, mi-figue, mi-raisin, les Bordelais vont la boucler à la 6e place. En termes des chiffres, c'est pas très impressionnant parce qu'il y a quand même 12 défaites, c'est beaucoup, 14 victoires et 8 matchs nuls. Si on ajoute que Bordeaux n'a marqué que 34 buts, dont 2 tiers inscrits par le seul Paoletta, ça fait peur. Et, Une des pires attaques quoi, ah ouais, de Ligue 1. et dis-toi, si on n'a pas Paoletta, ça peut être bien pire. Et on encaisse 31 buts. Alors, la conclusion que j'ai par rapport à cette saison, est-ce qu'on n'atteindrait pas là les limites du système de Bope qui veut à tout prix jouer avec
des joueurs de chaque côté, deux meneurs excentrés de chaque côté, qui sont de moins en moins des joueurs spécialistes du poste de meneur excentré. Je m'explique. Depuis 99, on a recruté Ziani et Martins. Ziani et Martins, c'est des meneurs axiaux. Ensuite, on a recruté Marc Wilmots. Marc Wilmots, c'est un meneur axial. On a Ouais. recruté également Tony Vérel, qu'on a fait jouer sur un côté. Tony Vérel est un attaquant. On a fait jouer Christophe Dugarry sur le côté gauche, c'est un attaquant. Là, on a recruté cette saison-là Paulo Miranda. Tu peux le mettre n'importe où, ce ne sera pas l'homme de la situation. Vicage de Rasso est un meneur, est un joueur plutôt axial, que ce soit en poste de numéro 10 ou de 6-8. Et il n'a pas fait une grande saison. Hein. Il a été plutôt intermittent. Il a disparu de longues minutes de nombreux matchs. Donc, ce n'est pas une réussite. Et on a perdu Batles, qui était le joueur qui tenait à peu près son poste de milieu excentré. Ce qui fait que ça pourrait expliquer cette saison en dents de scie. Et d'ailleurs, c'est Ouais, pas un enfin, hasard. après, on n'a pas eu de chance. On a acheté des Brésiliens nuls, donc, Oui, c'est vrai. à part Costa. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et qui aurait pu prédire? Alors, il y a aussi le fait que Boep va vouloir changer de style et avoir un style plus offensif, avec des joueurs plus adaptés, notamment avec le retour de Feydouno de près et l'arrivée de Jean-Claude Darcheville. Ça, ce sera pour la saison d'après. Et mais à présent, Pierre, il nous faut en venir au sujet des coupes. Absolument, on va commencer par la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA, hein, puisque les Bordeaux avaient terminé quatrième du classement lors de la saison précédente. Vous allez voir que ça va être pas terrible non plus. Au premier tour, les Girondins affrontent les Hongrois de Debrecen. Paoletta ouvre le score à la 12e minute au match aller, disputé à l'Escure, avant que Christian Tiber n'égalise à la 39e. Puis, les Hongrois vont se procurer une grosse occasion avant la mi-temps. Mais Frédéric Roux, qui remplace Ramé suspendu suite à un carton rouge reçu contre le Rayo lors de la campagne précédente, repousse la menace. Christian va marquer un but à la 42e. Puis les Girondins vont profiter d'une expulsion qui aura lieu du côté hongrois pour enfoncer le clou. Dugarry va marquer deux buts au 51e et 54e, dont une magnifique frappe sous la barre. D'ailleurs, il ferait une tête d'enterrement après les deux buts. Hein. C'était pas la grande joie du côté de Christophe Dugarry. Et Paoletta mettra une superbe reprise en ciseaux sur un centre de Basto à la 67e et ça fera 5-1 au match aller. Au match retour, ça va pas être la même chanson, puisque à la 65e minute, les Girondins seront menés 3-0. 3-0, hein, ce qui veut dire que s'ils encaissent un but supplémentaire, ils sont éliminés de la compétition. Mais Paoletta va réduire l'écart à la 74e minute et permettre à son club de se qualifier pour le tour suivant. Le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, donc, qui voit les Girondins affronter le Standard de Liège. Au match aller, devant une petite chambrée de 13 154 spectateurs, mais dont de nombreux supporters belges. Hein, Guillaume, tu pourras en parler tout à l'heure. Les Girondins vont s'imposer 2-0 grâce à un but sur penalty de Paoletta et un autre de Christian. Et d'ailleurs, tu avais fait des belles petites rencontres à l'issue du match. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on du côté du Standard, on avait été faire un foot le mercredi avant et on avait vu le bus des joueurs arriver et les joueurs arriver. Et on avait vu Michel Prudhomme, hein, ancien gardien légendaire belge, et on avait vu des joueurs comme Johan Valem, hein, qui avait joué à l'Udinese et à Parme, qui était un bon milieu de terrain, Khalid Fouhami, qui était un super gardien tunisien, si je ne m'abuse, Eric Van Meer, un bourrin qui jouait à Liers quand Bordeaux avait joué contre Liers la saison précédente, Joseph Enakarir, qui a joué au Girondin, Et ouais, Godwin Okpara, qui avait joué Strasbourg. à Strasbourg Ouais, et à Paris aussi, ouais. et Michael Goossens, qui était un joueur qui me semble a joué à Schalke 04. Voilà. Et toi, tu avais fait une rencontre dans un bar bordelais assez rocambolesque, je crois. Non, alors je vais faire d'une rencontre place de la Victoire en allant à pied, en me rendant à pied au stade Lescure depuis chez moi. Et j'étais affublé d'un maillot, je sais, c'est pas bien pour un supporter du Virage Sud, mais j'avais mis un maillot du Spartak de Moscou pour aller voir le match. Bon,
Bon, voilà, pardonnez-moi. Et mais bon, en fait, c'était les mêmes couleurs que le Standard de Liège, ce que j'ignorais parce que j'étais pas très renseigné. Et donc, en fait, j'aurais eu quelques problèmes, mais heureusement, dans le bus entre la Victoire et et donc le Parc Lescure, eh bien, j'ai discuté avec des supporters de Liège très sympathiques et il y en a un qui m'a prêté une veste. Comme ça, j'ai pu aller au virage sud avec lui tranquillement parce que lui, il était supporter non du Standard de Liège, mais du FC Liège et des Girondins de Bordeaux. Donc c'était et du coup il voulait aller voir le match au virage sud, donc on est allé ensemble et il m'a prêté ça et on est allé au bar qui fait l'angle du cours de la Somme et du cours de la non qui fait l'angle du cours de la Somme en face du Bodégone, là, un bar qui est encore là mais qui s'appelle plus pareil. Oui, Et on a beaucoup bu de bière, ouais, effectivement. ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, je suis allé voir le match au retour au Standard. Au stade Je leur avais Sclessin. dit que je viendrais. Ouais. Ouais, au Que je stade viendrais Sclessin. voir le match, mais j'ai pas pu le voir puisque on était enfermés, on est arrivé après le début du match à cause de contrôle de police, donc on a raté tout ça, on a raté la retrouvaille. Et un détour fortuit par Maastricht aussi, mais bon, ça, Oui, c'est ça. Les supporters bordelais avaient voulu visiter un pays limitrophe de la Belgique qui s'appelle les Pays-Bas, où s'est vue une législation particulière concernant certains produits, si assez tu vois ce que laxiste. je veux dire. Ouais. Eh bien, malgré cette aventure, les Girondins vont s'imposer 2-0 grâce à des buts de Dugarry et Pauletta. Dugarry qui sera insulté tout le match et qui continuera son spleen de ce début de saison. Mais à noter la rentrée à la 86e minute côté Girondin d'Alexei Kosonogov, Que tu as un interviewé en compatriote 2001. d'Alexei Smertin. Que tu as interviewé en 2001. Et oui, qu'on avait pu rencontrer avec comment on dit ça, une lectrice ou Lectrice, je sais ouais, plus, lectrice. ouais, de russe qui était sa petite amie. Et donc, elle nous l'avait fait rencontrer, ou petite amie ou amie, hein, je sais plus. En tout cas, on avait pu l'interviewer au bar, au Café des Arts. Et il n'avait pas payé son jus de tomate. C'est quand même malheureux. Bref, ça c'était pour le petit coup de gueule personnel. En 16e de finale, les Girondins affrontent l'équipe de Roda JC et lors du match aller, Eddie Bob décide de passer dans un système en 3-5-2 et, pour surprendre cette équipe de Roda entraînée par George Dickens. Mais il y aura un émissaire du club néerlandais dans les tribunes lors de l'entraînement des Girondins à l'Escure qui notera tout ça sur un papier et ce qui fait que les Néerlandais ne seront qu'à demi surpris devant la nouvelle organisation des Girondins. Les Girondins qui vont quand même s'imposer 1-0 grâce à un but de Paulo Miranda. Alors vous vous dites, Paulo Miranda, il marque pas mal sur cette saison. Oui, 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 mais on va y venir, vous allez voir. Donc les Girondins, devant une belle petite chambrée de 7678 spectateurs, ne s'imposent qu'un 0 et George Dickens promet de chauffer les joueurs girondins grâce au public des Rouges et Noirs au match retour. Au match retour, disputé le 4 décembre 2001, au Parkstad Limburg, à Kerkrade, devant 18 000 spectateurs et sous la direction du mythique Fritz Stulschik, arbitre autrichien. Tiens donc, les Girondins vont sombrer. Pourquoi il est mythique? Ah ben, c'est pas ça, c'est qu'il va prendre des décisions très très particulières, hein, Ah, dont une à la 64e minute. Donc, comme souvent avec les d'accord. arbitres autrichiens, les clubs français se font en pop-outer. Ça a été le cas de Auxerre à Dortmund et des Girondins, je crois que c'était en Coupe d'Europe aussi, mais je ne me souviens plus exactement où. Eh bien, les Girondins vont tenir la première mi-temps et lors de la deuxième mi-temps, il y aura une action, une reprise de la tête sur un corner et Laurent Batles, posté sur la ligne, déviera le ballon en corner de la main. Carton rouge et expulsion et pénalty pour les Néerlandais que Ioannis Anastasiou se chargera de transformer avec grand plaisir. 8 minutes plus tard, il y a une action confuse. Les Girondins ne sont pas agressifs sur le porteur du ballon. Un joueur effectue un retourné. Le ballon se dirige vers les buts, passe sous la barre. Ulrich Ramé s'en saisit, retombe avec le ballon à première vue sur la ligne. Pas pour monsieur l'arbitre qui accorde le but aux Néerlandais. On ne saura jamais si le ballon a franchi entièrement la ligne ou pas. Il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas. Bref, ça fait 2-0 pour les joueurs de Roda.
Une équipe de Roda où évolue Zlečko Kalac, un gardien australien, il me semble, qui a joué au Milan AC. Garba Lawal, Ah, oui. Et Marc Nygard, attaquant, joueur offensif, attaquant très très costaud, qui a posé bien des problèmes avec son physique aux Girondins. Donc voilà, une élimination de la Coupe de l'UEFA par la petite porte, dans une ambiance merveilleuse. Et encore une élimination peu glorieuse à mettre au tableau des Girondins après le Rayo l'année précédente. ah. On passe à la Coupe de France. Peut-être que ça va s'améliorer en Coupe de France, Guillaume. Tu y crois, Oui, j'espère. j'ai espoir. Ouais, j'y crois. Ouais, je crois que ça va être très bien. Eh bien oui, on commence très bien puisqu'on explose l'ES Fréjus 6-0 grâce à un quadruplé de Paoletta et à des buts de Sanchez et Batles. Au tour suivant, on est confronté au Saint-Maur-Lusitanos, hein, la redoutable équipe des Saint-Maur-Lusitanos, au, Les ogres. sta- Ouais. au stade Dominique Duvauchel de Créteil. Ah, très belle ville. Ouais. Ah, très belle ville. Et Avec les des Girondins, personnalités. ah oui, les Girondins alignent leur équipe type hein, avec des joueurs comme Paoletta, Dugaris, Martin, Dorasso, Eduardo Costa et Ulrich Ramé, que des internationaux que j'ai cités, mais également Ouais. Bruno Basto, David Sommeil, David Gemali, Kojo Afanouf et Kamel Mariem. Et les Girondins se font sortir 2-0 par cette équipe des Lusitanos, grâce à des buts de Doudou Kamata à la 19e et de Joseph Pimenta à la 90e. À noter la présence de Pierre Planus, frère de Oui. Marc Planus, au poste de numéro 10 du côté des Lusitanos. Et voilà, et Bordeaux quitte Et la oui, Coupe et de tu te France. rappelles que Pierre Planus était dans l'effectif pro des Girondins avant Marc et Oui, qu'il était même plus connu à ce moment-là. Quand on allait voir les matchs de la CFA à Galin, des fois, il était titulaire avant son frère Marc. Et c'était un meneur de jeu ouais, oui, 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 qui avait ouais, qui a peut-être été formé à Bordeaux. plus de ballons que Planus, qui était défenseur, qui était un joueur Ouais. plus technique, on va dire. Donc après la Coupe UEFA, la Coupe de France, il ne reste plus que la Coupe de Ah, la Ligue pour sauver cette saison bien terne. Et comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, qui sera disponible en lien dans la description de la vidéo, les Girondins vont se défaire de Cannes 2-1, de Lyon au tir au but, de Monaco 2-1 et du Paris Saint-Germain 1-0, pour affronter Lorient en finale, une finale qu'ils vont remporter facilement 3-0 grâce à un doublé de Paoletta et un but de Kamel Mariem, et et ce trophée de Coupe de la Ligue, qui sera le premier remporté par le club, va sauver cette saison très très poussive et peu spectaculaire et peu enthousiasmante pour les supporters girondins. On peut faire un petit bilan. un dépôt de bilan, un Ouais, bilan tout court. Ça suffira. la star de l'équipe, la star de cette saison, c'est Paoletta. 35 buts en 45 matchs. C'est sa meilleure saison sur le plan comptable avec les Girondins. Il n'est pas meilleur buteur, il est co-meilleur buteur, mais le titre de meilleur buteur est attribué à Djibril Cissé, parce que Cissé marque 22 buts en 29 matchs, il me semble, et Paoletta joue plus de matchs que Cissé. Néanmoins, Paoletta est élu meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP. Pardon. Donc en 2001-2002, il a une moyenne de 1 but tous les 1,28 matchs. Voilà, j'y arrive. Du côté des autres satisfactions, on peut citer Ulrich Ramé, qui est élu meilleur gardien de la saison au trophée UNFP. Alors qu'il n'a pas marqué de but. C'est dommage, hein. On se demande pourquoi. Alors que... La concurrence était rude. Désolé, je craque. Tu craques. Du côté des flops, on peut citer Christian, qui ne s'est pas du tout intégré à l'équipe, qui ne fera pas les efforts demandés par Eli Bop, et qui quittera rapidement le club pour être prêté à Palmeiras. Quand même 12 millions qui partent en fumée, ça fait très mal, et les Girondins vont devoir éponger ce passif financier pendant plusieurs saisons, hein, jusqu'en 2005. Paolo Miranda, alors Paolo Miranda, c'est quelque chose. Alors, j'en veux pas au joueur, hein. Le joueur, il est venu parce qu'on a voulu de lui. J'en veux plutôt au recruteur et à la personne qui l'a recruté. À quel moment tu peux te dire, quand tu observes les matchs de Paulo Miranda, que c'est le joueur idoine pour Bordeaux, que c'est un joueur qui va apporter du dynamisme, de la vitesse, de la qualité technique sur le côté droit, au poste de meneur de jeu droit. Parce que techniquement, c'était compliqué. Il était incapable d'éliminer son adversaire. Il passait toujours en force en se mettant entre le ballon et son adversaire. Il n'avait pas une grande qualité de centre. Il a marqué certes quelques buts
sur des bons travaux, des bonnes actions de Paoletta, notamment de ses coéquipiers. Mais c'était très compliqué, Paolo Miranda. D'ailleurs, il sort de l'équipe type au bout de 4 ou 5 matchs pour être remplacé par Dorasso. Donc D'ailleurs, je voilà, crois que c'est un de tes joueurs fétiches, Paolo Miranda, Pierre. absolument. Quand il sera prêté en 2003 à un club, je crois, brésilien, il vaudra les mots suivants à Dominique Imbeau, président intérimaire des Girondins, qui dira: Paolo Miranda nous quitte, je suis triste, c'est beaucoup de talent qui s'en va. Ouais. Ok, Bah, il la était suite. intérimaire, hein. C'était pas un président trop expérimenté, donc il pouvait Oui, pas ça s'est bien savoir. vu. D'ailleurs, Trio l'a remplacé au bout de 4 mois. Enfin, ouverture. Bob va vouloir aborder la saison 2002-2003 avec une équipe plus offensive. Ah oui, oui. La direction va changer puisque, comme on vient de le dire, Dominique Imbeau va remplacer pendant quelques mois Jean-Louis Trio afin de donner une image plus sexy au club. Et d'ailleurs, le projet plus offensif sera appliqué avec des recrues offensives. Il y aura Jean-Claude Darcheville qui va venir dynamiser cette équipe de Bordeaux en manque de buteurs, hein, puisque le jeu offensif a reposé majoritairement sur Paoletta. Donc il va venir aux côtés de Paoletta. On va recruter Savio parce que Clement Marian ne va pas s'imposer. Et Pascal Feiduno va s'installer dans l'équipe type. Donc on aura, sur la deuxième partie de saison notamment, un quatuor offensif Savio, Feiduno, Paoletta, Darcheville qui va marcher sur l'eau. La saison d'après donnera plus d'émotions aux Girondins, plus de spectacles. On va lutter pour la Ligue des Champions. On aurait même pu lutter pour le titre, mais une défaite face à Lyon et une défaite face à Auxerre réduira nos espoirs à néant. Et on devra se contenter de la 4e place, ce qui est quand même pas mal du tout, notamment quand on voit les saisons actuelles.